Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui un Suisse pas comme les autres qui est nutritionniste, fondateur de la marque BN Nutrition et entraîneur d'élite pour l'équipe olympique suisse. Olivier est également auteur de plusieurs livres dont La performance sur mesure. Bravo Olivier et bonjour, sois le bienvenu dans ce podcast Génération Canopée. Merci Quentin, ça me fait très plaisir d'être avec toi ce matin. Super, merci à moi aussi infiniment parce que j'ai commencé à te découvrir il y a quelques temps, notamment à travers tes bouquins, puis à travers ta newsletter et tout ce que tu postes sur Instagram. Et on voit quelqu'un en effet de très ouvert, qui a envie de plus de performance, plus de santé, mais avec de l'humour. Alors je sais pas si on peut appeler ça l'humour suisse, mais en tout cas j'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est un très bon véhicule, l'humour, et je pense qu'il faut travailler sérieusement sans se prendre trop au sérieux. Et puis, à l'heure actuelle, dans ce qu'on vit, ça manque un peu de drôlerie et d'humour. Et je pense qu'il faut garder ce style d'humour. On dit qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ça, faut aussi réussir un peu à le ressentir. Ouais, complètement. Alors en effet, pour les auditeurs qui nous écoutent, on est le 15 septembre 2021, donc voilà, on est encore dans une phase un peu covidienne, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas je le dis, et donc voilà, il y a des obligations de certains gouvernements justement par rapport au pass sanitaire. Donc voilà, il y a plusieurs interrogations, mais voilà, tout ça pour vous dire que on va prendre du plaisir aujourd'hui, on va voir les choses peut-être différemment en travaillant sur la nutrition, mais pas que, parce qu'on va parler pas mal de neurosciences, et les neurosciences, en fait, c'est pas que la nutrition, loin de là. Super, comment tu te sens, Olivier? Je me sens très bien, et tu as dit quelque chose de très important, c'est la notion du plaisir. Et je pense que la base aussi dans l'alimentation, mais dans l'activité physique, c'est de trouver du plaisir. Et je pense que à l'heure actuelle, on est trop dans le sport, dans le no pain, no gain. Et puis dans la performance, effectivement, on casse beaucoup de monde, on presse les gens comme des citrons. L'alimentation, les gens, quand ils voient un nutritionniste, ils pensent qu'ils vont devoir manger que des petites graines, même si les petites graines, ça peut être bon, mais il n'y a pas que des petites graines. Et je pense que des fois, il faut un peu recentrer le débat et se dire qu'on peut aussi réapprendre à avoir du plaisir avec des produits typiquement en alimentation qui ne sont pas transformés, ou en tout cas pas ultra transformés. Ouais, et je partage complètement. Et la notion de performance, là, j'ai envie d'y arriver tout de suite. Pour toi, est-ce que le plaisir est nécessaire pour plus de performance ou pas du tout, ou justement c'est vraiment le fait d'aller d'être à l'arrache et de se donner le maximum possible? Est-ce que la notion de plaisir est essentielle? Alors, je pense que de temps en temps, on sort de sa zone de confort, donc on aura moins de plaisir, mais on en aura plus après. On ne peut pas être que dans cette notion de performance liée à la douleur. Dans le monde du sport, moi, j'ai quitté finalement la préparation physique de haut niveau parce que j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont déplu. Je le vois encore à l'heure actuelle avec beaucoup de jeunes qui sont cassés, qui à 15-16 ans sont détruits souvent psychiquement et physiquement. Et ça ne me convient pas. Donc ça fait maintenant plus de 20 ans que j'ai quitté finalement cette préparation physique pour prendre mon bâton de pèlerin et puis aller plus dans les clubs, essayer de faire passer un message que finalement la santé d'un enfant ne vaut pas une médaille. Parce que finalement, c'est souvent des parents qui veulent vivre à travers leur enfance qu'ils n'ont pas vécu, ou des entraîneurs qui ont besoin de nourrir leur ego. Mais toujours est-il qu'il y a énormément de casse, et je pourrais écrire des livres entiers sur ce que j'ai vu et qui est absolument inadmissible. Et je pense justement que finalement, on peut être performant sans forcément toujours être dans la douleur. Et on dit souvent qu'on casse pas des œufs sans faire on casse pas des œufs. Comment c'est déjà l'expression, pardon? On va recouper ça. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et on casse effectivement énormément de personnes, de jeunes. Et ça, pour moi, c'est inadmissible parce qu'on pense pas à tout ce qui est lié à l'aspect récupération, sommeil, les soins.
Et bien sûr, l'alimentation, la micronutrition, ces choses-là qui sont indispensables, et le respect aussi, finalement, des athlètes qu'on entraîne par rapport à un coaching qui doit être beaucoup plus lié à l'encouragement. On dit qu'il faudrait être 80% dans un langage positif et 20% peut-être que de négatif. Et si tu vas autour des terrains et tu entends ce qui se passe, tu entends quasiment que un langage qui est négatif. Et ça, c'est très dommageable pour les jeunes. Ouais, ça ne m'étonne vraiment pas du tout. Et c'est vrai que j'ai discuté aussi avec David Lefrançois également, qui est neuroscientifique et qui a pu accompagner des équipes judoka, karatéka au niveau international, mais des équipes françaises. Et c'est vrai que bon, il y a des messages. Alors c'était il y a plus de 15-20 ans de ça, quand il les accompagnait. Donc du coup, un message encore plus dur qu'on ne peut, je pense, l'entendre aujourd'hui. Mais ouais, il y a des choses. Honnêtement, je ne sais pas si ça a énormément changé. Moi, je faisais passer les cours d'entraîneur. J'étais expert dans le tennis. Et puis, à des examens, je donne un exemple d'un très bon entraîneur, mais qui disait toujours « c'est pas mal, c'est pas mal ». Puis je lui dis « mais tu sais, pas mal, il y a déjà le pas et le mal. Tu peux pas dire c'est bien, bravo, bien ». Il me dit « j'ai énormément de peine à dire ça sort pas ». Je lui dis alors va voir quelqu'un, va voir un psy, fais une psychothérapie parce que à un moment donné, le problème il vient de chez toi. Et dis plutôt que c'est bien que toujours pas mal. C'est un petit exemple comme ça, mais c'est assez parlant. Non, mais c'est assez important que tu le dises, parce que là, si on prend un peu de hauteur, on voit vraiment l'impact d'une personne sur une autre, et l'influence que celle-ci peut avoir, si la personne à la base bosse sur elle ou pas. Ben, c'est énorme. Je pense qu'on se souvient tous d'un bon prof qu'on a eu et d'un très mauvais prof qu'on a eu, et ça peut te faire basculer sur une branche que tu détestes ou sur une branche que tu adores. Et je pense que dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu du sport, dans tous les milieux, c'est absolument fondamental, et on revient à l'humain. Et puis l'humain actuellement, on l'a un petit peu mis de côté, et puis avec ce qui se passe au niveau de ce virus, il est encore plus mis de côté à quelque part. Et je pense que c'est assez compliqué quand même, et qu'il va bien falloir régler ces neurotransmetteurs là. Ouais. Alors pour les neurotransmetteurs, pas de panique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On va en parler un peu plus tard dans l'épisode. J'aime bien commencer. Alors là, on est parti déjà un peu sur la performance et on a pu comprendre un peu déjà qui tu étais. Mais j'aime bien commencer par une grande question qui est qui es-tu, Olivier ? Bon, moi, je pense que je suis surtout un passionné finalement de l'humain, du développement. Alors, le développement personnel, ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut dire de mieux comprendre les choses, de pouvoir mieux personnaliser le travail. Moi, quand j'étais entraîneur de tennis et préparateur physique, mon rêve, parce que j'ai commencé trop tard le tennis, ça aurait été de jouer des tournois ATP de Grand Chelem, mais j'ai pu le faire en tant que coach, donc j'ai pu réaliser ce rêve-là. Je l'ai fait sur deux ans sur les Grands Chelems, puis après je me suis rendu compte que finalement c'était pas si passionnant que ça m'a permis de beaucoup lire, parce que t'as pas grand chose à faire, hein, à part honnêtement discuter un peu avec ton joueur, lui lancer 2-3 balles, puis voyager, puis manger avec lui. Donc tu as accompagné qui, si c'est pas trop c'était Stéphane Bolly, que j'ai amené numéro 3 suisse, qui a été joueur de Coupe Davis. Quand je l'avais pris, il était plus de 300e, je l'ai amené en moins d'une année 115e mondial. Wow. À travers justement finalement une vision très globale sur les profils moteurs, on en a un peu parlé avant, sur tout ce qu'on peut faire, revenir dans ces schémas qui lui étaient propres à lui, parce que c'est un joueur qui avait été champion du monde à 14 ans, champion d'Europe à 16, et puis après ça a été la traversée du désert, parce qu'on en a fait un joueur qui n'était pas vraiment ce joueur de base. On lui a enlevé son naturel, on a voulu en faire une petite copie de Roger Federer. Okay. Parce que Stéphane a 2 ans de moins que Roger, et en fait on l'a cassé ce joueur, à la fois physiquement et aussi à la fois psychologiquement. Et en fait moi je l'ai ramené dans ce qu'il était, mais c'est très difficile de déprogrammer le disque dur quand il a été formaté d'une mauvaise manière, et ça c'était assez passionnant comme expérience, je dois dire.
Ouais, ben, à la rigueur, bah, on pourra revenir là-dessus parce que ça m'intéresse de voir un peu comment tu as reprogrammé tout ça. J'ai des petites notions, mais ça m'intéresse. Donc, ok, donc ok, tennisman, puis ensuite entraîneur, Alors, coach, tennisman. voilà, exactement. Et puis, par la suite, ben, je me suis dit que ce domaine-là ne me suffisait plus. Et dans une formation d'entraîneur, j'ai un coach mental français qui m'a dit, Olivier, je pense que t'as pas encore trouvé vraiment ta voie. Et j'avais envie de lui dire, mais ta gueule, mais je suis poli, donc je lui ai pas dit. Et j'avais aussi fait 3 DVD, j'avais fait bouger vos enfants, j'avais fait des choses qui marchaient assez bien dans la préparation physique. Et je me suis dit, mais attends, de quoi il se mêle, lui? Et en fait, il avait raison. Et finalement, j'ai voulu voir ce qui se passait au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que les jeunes buvaient, parce que souvent c'est pas terrible, hein, les sodas, des choses comme ça. Ils descendaient des boîtes entières de chocolat à tartiner, donc je ne vais pas donner la marque parce qu'ils en valent pas la peine. Et en fait, en faisant plus de bilans sanguins, plus de choses précises, je me suis rendu compte que c'était catastrophique, que en fait ces sportifs étaient en mauvaise santé. Et par la suite, j'ai fait une formation, j'ai 2 diplômes universitaires français, et dont un de l'université de Dijon en alimentation, santé, micronutrition. Ça m'a aussi permis de connaître, à mon avis, un des meilleurs physiologistes, en tout cas de langue française ou au monde, c'est Denis Richet, et qui dit très bien une chose, il dit que finalement un sportif d'élite a un système immunitaire comme une personne du 3e âge, voire une personne qui est traitée contre le sida. Donc ça montre à quel point finalement on ne prend pas soin de la santé de tout ce petit monde du sport. Et après, en travaillant plus en entreprise, je me rends compte que c'est exactement la même chose. Et ça, je trouve absolument dramatique. J'ai pas peur du mot, je trouve ça dramatique et inconscient, et c'est juste pas normal, quoi. Ouais, je ne peux que partager pour l'avoir vécu, vu et essayer de contribuer justement à ma manière, comme toi, dans ce sens, à ce niveau-ci. Et ouais, milieu professionnel. Donc aujourd'hui, que fais-tu exactement? Alors, j'aimerais juste encore faire un petit aparté parce que moi, je crois beaucoup à l'épigénétique. Et moi, je pense que justement, j'ai l'épigénétique qui est au-dessus de nos gènes. Hein. On peut changer à peu près 80% de nos gènes. Alors demain, je peux pas avoir des longs cheveux et puis faire 1m50, parce que là, je suis assis, mais je suis assez grand. Je fais presque 2 mètres pour un petit Suisse, c'est pas mal. Pas mal, en effet. et en fait, moi, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. Il y a 18 ans en arrière, j'ai été opéré du cœur. Il y a 10 ans en arrière, la clinique hospitalière vaudoise m'a donné 48 heures. En fait, c'était du 50-50 parce que la valve avait été attaquée, donc c'était c'était assez chaud. J'ai eu beaucoup de problèmes d'allergie. En fait, j'ai eu pas mal de trucs assez compliqués. Et c'est aussi, je pense, pour ça que je me suis passionné pour ce domaine de santé, parce que je me suis intéressé à ne pas devoir aller dans la médication, mais à chercher d'autres solutions que la médication, parce que c'est une solution qui ne me convient pas. Donc, j'ai trouvé des solutions, parce que dans un des livres, je mettais les psys sont toujours plus cinglés avec leurs patients. C'est pas que j'aime pas les psys, parce que je collabore avec pas mal de psys et que souvent ils sont très intéressants, mais c'est que souvent ils ont cherché aussi des solutions à travers leurs études par rapport à leurs propres questionnements et leurs propres problèmes. Donc en fait, c'est un peu un tout qui m'a permis de créer un modèle. Et puis finalement, à travers des mesures que je fais à travers une machine qui s'appelle le Multiscan, c'est une machine russe qui a été mise en place au départ pour des astronautes russes. J'ai mesuré plus de 7000 personnes avec cette machine. Donc je dirais toujours, le seul avantage de vieillir, parce que j'en ai pas trouvé d'autres, c'est d'avoir plus d'expérience. Donc évidemment, je pense que je suis meilleur dans mon métier maintenant qu'il y a 10 ans en arrière, parce que je comprends mieux les choses, mais en fait, plus je comprends bien les choses, moins je comprends que je comprends rien, ou que je comprends. Tu comprends? Ouais, je comprends. Non, penser savoir, c'est ne pas savoir penser. Et en fait, plus tu ouvres de fenêtres, c'est comme la pensée en arborescence. Plus tu ouvres de fenêtres, plus tu te rends compte que
que tu comprends pas grand-chose en fait. Alors heureux le simple d'esprit ou celui qui pense, qui sait. Mais moi, ça pose pas mal de questionnements. Ouais. Ouais, c'est beaucoup de gens, en effet, on l'a pensé en un peu en arborescence dans ce podcast où en effet il y a envie de creuser toujours plus. Là typiquement, on a sorti cette semaine un épisode avec Marion Kaplan qui est aussi dans la nutrition, qui est une chercheuse. Voilà, elle a un peu plus de 60 ans, elle en fait 10 de moins parce que elle a eu aussi beaucoup de problèmes étant plus jeune. Lié à son corps, entre les problèmes d'alimentation. Elle a testé tout plein de régimes et puis après elle a creusé un peu tout ce qui était intéressant de creuser et là elle a créé alors, le vitaliseur de Marion. Je sais pas si ça te parle. C'est une sorte de petite machine qui permet justement de cuire davantage les aliments et en respectant vraiment on va dire les paramètres alimentaires. C'est pas un micro-ondes. C'est pas un micro-ondes du tout. non, loin de là. Et puis en fait, elle a eu en tout cas, elle a eu beaucoup de problèmes étant plus jeune. Et puis avec des vrais questionnements parce que typiquement, elle voyait que ses dents se déchaussaient, voyait que elle devenait de plus en plus on va dire obèse. Elle voyait ses défenses immunitaires qui diminuaient. Donc du coup, comment je peux faire mais sans prendre de médicaments. Et pareil que toi, et donc très vite, s'est rendu compte que l'alimentation c'était quelque chose, mais l'activité physique c'en est une autre, et puis et le sommeil bien évidemment. Et donc du coup, je reviens à toi. Donc là aujourd'hui, tu accompagnes des gens et notamment tu en as accompagné plus de 7000 du coup avec cette machine multiscan. Cette machine multiscan, qu'est-ce qu'elle fait ? Exactement. En fait, c'est assez bluffant parce que tu mets des capteurs sur le front à la personne, elle a des capteurs pieds-mains, un oxymètre, et puis elle va te donner ton état physiologique interne. On travaille beaucoup sur l'endothélium, c'est une partie qui est pas tellement connue. L'endothélium, c'est la partie entre la peau et le sang qui doit produire un gaz naturellement, si ça va bien, qui est l'oxyde nitrique, et ce gaz est un transporteur, et en fait il va transporter l'oxygène, puis qui dit oxygène, bien sûr, dit vitamines, oligo-éléments, minéraux, etc. Et souvent c'est intéressant parce que si je prends juste cet exemple-là, les gens qui ont des crampes la nuit, que ce soit des sportifs ou des non-sportifs, on leur donne toujours du magnésium, mais ça peut fonctionner. Mais si le transporteur ne transporte pas le magnésium, ça va pas fonctionner. Donc on va toujours, moi, ce qui m'intéresse souvent, c'est d'aller chercher à la périphérie ce qui se passe, parce que j'ai aussi une formation en physio du sport, mais je suis pas du tout je suis pas kiné. C'était pour mieux comprendre toute la problématique et faire le lien entre les athlètes blessés et finalement le kiné. Mais je veux dire, si tu as mal au poignet, ça peut être ton poignet, mais ça peut être le coude, ça peut être les cervicales, mais c'est pas que forcément les cervicales. Donc faut aller chercher. Et souvent, on cherche pas au bon endroit, en fait. Et c'est un peu ce que je reproche à la médecine. Alors, chacun de mes livres, j'ai une préface d'un médecin parce que finalement, ça valide aussi mon travail, parce que le médecin, c'est un scientifique. Moi, des fois, on me dit, ouais, mais c'est pas très scientifique ce que tu fais. Mais finalement, quand je dis que le curcuma liquide a un effet incroyable sur l'arthrose, c'est que je l'ai constaté actuellement, je peux le dire, sur des milliers de personnes. Wow, donc, pour moi, c'est peut-être pas une étude scientifique, mais c'est une observation. Donc, je dis souvent, j'observe ça. Et quand tu as un gars de 23 ans qui te met sur les réseaux, ça me fait mal de lire des conneries pareilles, tu lui dis, prends du curcuma, comme ça t'auras moins mal, tu vois. Ouais. Mais le gars qui n'a absolument aucune expérience et qui vient te dire que c'est des conneries, mon gars, déjà, intéresse-toi, pose-toi des questions, peut-être communique un peu mieux, et puis on peut revenir à ça. De nouveau, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la vérité, mais à force de constater certaines choses, tu te rends compte qu'il y a des choses qui marchent quand même drôlement bien. C'est ça qui est fantastique, et Marion, c'est pareil, c'est une chercheuse, mais en soi, elle fait de la pseudo-science du coup comme toi où elle constate, elle va chercher des informations à droite à gauche, elle teste sur elle puis sur les autres, puis elle aussi se rend compte qu'il y a des choses fantastiques, et moi je te rejoins complètement. C'est vrai que on a
peut-être pas le diplôme de médecin qui valide un certain nombre de choses, mais n'empêche, je constate quelque chose que les gens qui viennent nous voir, nous typiquement chez chez Canopé, c'est des gens qui nous disent comment je peux faire pour prévenir. Comment je peux faire pour et généralement c'est des personnes qui ont déjà eu des petits soucis, des petits pépins de santé, donc c'est dommage d'en arriver à ces petits pépins pour se dire ok, je dois prendre conscience que c'est important de faire attention à moi, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui la médecine c'est plutôt de la médecine curative et non de la médecine préventive, et justement ce que toi tu fais c'est de la médecine préventive, en tout cas ce que je pense. Mais, alors, je ne sais pas si c'est de la médecine, mais prenons un autre exemple qui est aussi très parlant, c'est que, ok, moi j'aime bien manger, j'aime bien les bons vins, j'aime bien les bonnes tables, donc je suis plutôt un épicurien, parce que souvent les gens pensent que le gars qui est nutritionniste, voilà, c'est pas du tout le cas. Et puis, par exemple, si je mange une raclette, je mange pas une raclette, je vais manger 20 raclettes, donc je suis de toute façon à la base un excessif, donc ça, tout ça je le sais. Alors, les gens qui, par exemple, tu sais que ce soir, tu vas trop manger, trop boire, tu auras une grande soirée. Le lendemain, c'est là qu'ils essayent de se racheter une bonne conduite. Puis là, ils vont faire du sport. Et je leur dis non, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. En fait, il faut être de nouveau proactif. C'est-à-dire que tu vas faire 2 heures avant ou même 1 heure avant, le plus proche possible finalement de ton repas qui va être trop copieux et peut-être trop arrosé. C'est là que tu fais ton activité physique parce que tes cellules, les milliards de cellules vont être demandeuses. Donc, elles vont transformer, même si c'est pas terrible ce que tu leur offres, elles vont être capables, parce qu'elles sont tellement intelligentes, elles vont être capables de transformer ça correctement et de faire en sorte que ça va bien se passer. Ce qui sera pas le cas si tu as fait des séries sur Netflix tout le samedi et puis que le soir, tu vas faire la fête. Là, ça va mal se passer. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est les footeux, parce que le footeux qui a souvent une hygiène de vie, je suis désolé de le dire, de merde, parce que c'est par expérience que je le dis, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il arrête le foot en 6 mois? On pourrait imaginer qu'il va attendre un enfant d'ici 1 mois, il va accoucher. Donc, ça veut dire que là, justement, l'activité physique le sauvait, à quelque part. Ouais. Donc, c'est ce côté proactif, effectivement, qui manque énormément dans notre société. Yes. Et du coup, comment toi tu vois le fait que, ou comment tu pourrais sensibiliser davantage si tu avais, par exemple, voilà, t'avais toutes les cartes en main, comment toi tu verrais pour impacter positivement cette prévention, si tu avais vraiment budget illimité et contact illimité? Mais tu vois, une chose qui est très frappante avec le Covid, c'est que on n'a pas parlé du système immunitaire, on n'a pas parlé du microbiote, on n'a pas parlé justement de sortir, on a enfermé les gens, de prendre de la vitamine D, de s'intéresser à tout ce qui renforce le système immunitaire. Moi, je suis allé faire une sérologie pas plus tard que la semaine passée, donc je sais que j'ai eu le Covid, j'ai encore les anticorps. Alors, peut-être j'ai eu de la chance, mais bien qu'il ait été opéré du cœur, etc. et tout, j'ai fait 2 jours où j'étais un petit peu moins bien. Basta. Je dis pas que mon cas, c'est le cas de référence. Je dis que je travaille sur mon système immunitaire et qu'il y aurait beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, de campagnes à faire à ce niveau-là. Dernièrement, je donnais une formation pour des enseignants, et un des enseignants me disait qu'ils ont l'interdiction de parler du microbiote parce qu'il n'y a pas encore assez d'études scientifiques qui montrent l'importance du microbiote. Je tombe par terre. Moi, ça fait 20 ans que je parle du microbiote. En France, vous avez le groupe Pilège qui fait un travail incroyable sur le microbiote. Alors, ils vendent des probiotiques, bien sûr, mais je veux dire, en plus, il y a plein d'études qui montrent à quel point il y a cette relation sur le système immunitaire, sur le cerveau, sur l'activation de la sérotonine liée au microbiote, et donc après la mélatonine, le sommeil, etc. Donc, on sait beaucoup de choses, mais les gens, en fait, n'ont pas envie d'amener autre chose. Il faudrait partir sur une page blanche et puis de prendre des gens qui n'ont pas d'intérêt financier et de dire maintenant, on arrive avec un modèle différent, un modèle nouveau, et on va faire quelque chose à un échelon vraiment national et international. Mais derrière, il y a tellement de lobbies que c'est très, très difficile à faire. Et que finalement, c'est comme dans les conférences, tu touches toujours un peu les mêmes personnes qui sont motivées. Mais ça représente
peu de monde. Et juste, souvent les gens disent ouais, mais bien manger ça coûte cher, et je suis pas d'accord, parce que je prends un exemple tout simple, les œufs ça coûte pas cher, et l'œuf c'est un produit exceptionnel. La banane ça coûte pas cher, et c'est aussi un produit exceptionnel. Les sardines c'est pas cher, et c'est aussi un produit exceptionnel. Les lentilles c'est pas cher, et c'est aussi un produit exceptionnel. Et je peux t'en sortir encore quelques-uns de produits comme ça, qui sont des produits fabuleux. Et finalement, on peut manger pour pas trop cher. Ouais, j'en discutais pas plus tard qu'hier avec une personne qui vient de rentrer dans notre vivier de coach et spécialisée dans la nutrition. Et justement, elle m'expliquait comment elle accompagnait les entreprises, elle, à son niveau. Et justement, elle parle de ce point de faire sauter ses croyances limitantes de j'ai pas le temps pour bien manger, j'ai pas d'argent pour bien manger. Et du coup, je suis pas au bon endroit pour bien manger. Et donc du coup, ça fait complètement sens avec ce que tu nous dis, parce que en effet, tous les aliments que tu viens de citer sont juste fantastiques pour notre corps et notre cerveau. Donc mais on aime se trouver des excuses. De toute façon, l'être humain, il adore se trouver des excuses parce qu'il n'a pas le temps, mais il passe 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, c'est quelle priorité tu as. Et est-ce que ta santé est une priorité? C'est toujours quand tu as le problème de santé. C'est clair qu'à 20 ans, tu es immortel. Ça, tout le monde, on a tous compris. Par la suite, tu te rends compte que c'est moins le cas. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des paliers. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment des paliers, effectivement. Parce que toutes les 10 ans, tu vois qu'il y a 2-3 autres trucs qui fonctionnent plus tout à fait comme avant, mais c'est vrai qu'à 20 ans, c'est peut-être plus difficile d'aller donner de l'information chez un jeune. Mais je suis convaincu, moi j'ai un fils qui a 24 ans, que ce qu'il a compris, parce que finalement, il faut le vivre. Moi, je suis pour l'aspect pratique. Moi, je suis un praticien, je suis un homme de terrain. Ce qui m'intéresse, c'est de dire à une personne, tiens, prends un morceau de banane, mâche-la 50 fois, et puis dis-moi ce que tu ressens. Allez, tu vas être dégoûté, tu vas pas en manger 2 de banane, ça c'est sûr. Prends un bout de chocolat noir, un carré, laisse-le fondre, tu ne touches pas, tu le laisses fondre, puis après tu l'avales, tu manges pas une plaque. Donc finalement, c'est aussi expérimenter des choses, puis comprendre. Moi, je pense qu'on prend les gens un peu trop pour des cons, entre guillemets. Il faut leur faire prendre conscience de certaines choses. Je donne un exemple que je trouve très parlant. Je ne sais pas si tu connais les capteurs, ça s'appelle Super Sapiens. Tu mets un capteur comme si tu es diabétique, et pendant 12 jours, il te mesure ta glycémie de manière constante. Tu peux aller la voir toujours sur ton smartphone. Smartphone en France. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme on dit en Suisse, on dit un GSM. Un attel. Ah oui, c'est les Belges, les GSM. et en fait, c'est passionnant parce que tu vois toujours l'impact de chaque aliment sur ta glycémie. Et moi, j'ai ce côté... j'aimais bien ma petite glace Apollo le soir, comme quand j'étais gamin. Et si tu regardes, tu te dis la glace Apollo, c'est les fusées, c'est pas un truc incroyable. Et en fait, ça m'explosait la glycémie pendant 2 heures. J'étais au plafond de la glycémie. C'était un truc de dingue. Et ça ne bougeait pas pendant 2 heures. Et je pense qu'on a plein d'outils comme ça qui sont passionnants et qui pourraient être utilisés, qui coûteraient pas très cher, pour que finalement les gens se rendent compte, et surtout les jeunes se rendent compte que voilà l'impact que ça a, et que s'il y a, je crois, 420 millions de diabétiques au monde, c'est pas non plus pour rien. Et en fait, c'est en constante augmentation en plus. En constante augmentation. Et clairement. Ça, c'est complètement dingue. J'ai plus les chiffres en France. Je les ai eus il y a quelques mois, mais je dirais des conneries, donc je vais pas le sortir. Mais c'est juste complètement dingue. Et les prévisions dans les 10 prochaines années sont un peu affolantes quand même, voire même pas qu'un peu. Et justement, cet outil de prise de conscience quelque part, mais doit s'accompagner, je pense, d'une mini-formation, d'un accompagnement derrière, ou une sensibilisation, en tout cas, pour comprendre un peu tout ça. Bien sûr, mais tu pourrais très bien imaginer que les enfants, à partir de 12 ans, ils ont presque tous un GSM ou un smartphone, pardon. on comprendra. Et en fait, tu pourrais imaginer que dans une branche scolaire,
on dise, ben voilà, maintenant, vous allez mettre ça. Alors, bien sûr, il y a des parents qui disent, c'est scandaleux, mon enfant doit se promener avec un truc, mais enfin, de vivre une vraie expérience, de comprendre des choses, parce que c'est toujours quand on est impacté. Toi qui fais du coaching, tu sais que quand tu parles aux gens d'eux, ça, pas d'off, hein, ouais. même, j'aime bien le jeu de mots. ça les intéresse. Qui n'est pas intéressé à ce qu'on parle de toi? Donc finalement, c'est là, c'est trop virtuel ce qu'on fait un peu de nouveau. C'est ça, de dire ouais, les glucides, les lipides, les protides, les grammes, les machins, etc. Mais il faut comprendre, il faut le vivre, il faut le ressentir. Et c'est ce que je dis aussi avec les boissons d'effort, de récupération qu'on a mis en place. Je dis aux gens, tu peux que mieux aller. Fais un gros effort et tu prends une boisson de récup qui contient des hydrolysats de protéines, des vitamines, des minéraux, de la glutamine, un peu de créatine, etc. Et tu regardes ce qui se passe sur ton corps. Il faut prendre notre corps comme notre propre laboratoire. Et il faut être curieux. Alors, pas tout le monde est curieux, ça c'est sûr. Ouais, mais en effet, il faut tendre et peut-être que de par tes bouquins, de par des petites choses, on peut susciter des curiosités, des petites curiosités qui vont en amener d'autres. Mais en effet, le côté très expérimental est hyper important parce que typiquement, je me vois étant petit où j'avais un bon petit déjeuner à la française où je peux te dire qu'à 10h30, 11h, tout le monde était KO. Et puis avec envie de remanger. Donc du coup, généralement, on reprenait des BN pour faire le petit jeu de mots, mais c'est pas pour qu'un nutrition, mais c'était plutôt des biscuits, des biscuits sucrés. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tu as appelé BN Nutrition? Non, je sais pas. Non, c'est pas un jeu de mots. D'accord. On avait même oublié ces biscuits, en fait. Parce qu'il y aurait pu avoir une petite confrontation, je sais pas, derrière tout ça. Mais n'empêche que j'ai expérimenté ça, mais en plus pendant des années. Mais tu vois, on continue. Et même encore, quand j'échange avec des managers, des dirigeants ou même des collaborateurs terrain, qui sont encore sur ce petit déjeuner très sucré dès le matin. Et là, on se dit, oui, c'est normal que tu sois pas bien vers 10h30, 11h, et que tu reprends un truc sucré derrière avec un Twix. C'est catastrophique. Et tu vois, dans les entreprises, moi, j'interviens parfois pour des assurances, et puis après, à midi, donc tu t'expliques aux gens ce qu'il faut faire et tout. Puis à midi, le menu qui est proposé est un menu, tu te demandes si c'est un gag. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de tout ce que tu as expliqué. Ouais. Et les organisateurs te disent, ouais, mais c'est pour leur faire plaisir. Je dis, ok, alors si vous êtes des démagogues, moi, je ne viendrai plus. Parce qu'à un moment donné, il faut être aussi un peu droit dans ses bottes. Ouais. Je veux dire, tu peux pas dire à un gamin, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis tu sors, puis tu vas direct au McDo. Ça tient pas la route. Et il y a beaucoup de démagogie à tous les niveaux. Les parents aussi sont des démagogues parce qu'ils n'ont pas envie, pas tous, hein, ils n'ont pas envie de devoir trop lutter avec leur enfant parce qu'ils sont stressés, parce qu'il y a toujours plus de pression à tous les niveaux. Ouais. Et puis le gamin, finalement, c'est lui qui est en train de faire son menu. Et ça, c'est juste pas possible. Moi, je fais mes courses, j'aime aller faire les courses le samedi et j'aime aller voir ce qui se passe dans les rayons. Et tu vois des trucs hallucinants. Et tu te dis, mais tu regardes la maman, c'est comme souvent entre les mamans qui font les courses, tu as envie de dire, mais attends, c'est ton gamin qui décide ce qu'il va manger. Moi, ça m'arrivait une fois par année, c'est quand j'ai mon anniversaire. Mais là, c'est leur anniversaire toute l'année, hein. Ouais. C'est assez hallucinant. Ça m'est arrivé des fois de regarder en fait des caddies. Tu vois, des fois il y a des caddies un peu seuls dans le magasin. Et du coup, je regarde légèrement. Bon, ça fait un peu curieux, mais j'ai juste envie de voir en fait quel est le type de personne en fait va prendre ce caddie derrière. Et du coup, je regarde et je me dis bon, ok, c'est quand même assez healthy. Bon, ok. Du coup, je reste dans les parages pour voir la physiologie de la personne, en tout cas le physique de la personne. Et du coup, généralement, ça trompe pas. Et puis inversement aussi, c'est-à-dire que quand on voit plein de Kellogg's, plein de, en effet, tu parlais d'une marque de chocolat italien. C'est pareil, quand on voit des caddies remplis de sucre, on se dit waouh. Et en fait, la personne qui va arriver derrière, généralement a le physique, ou en tout cas, on peut décrypter un certain nombre de choses en lien avec ça. Et du coup, c'est quand même assez. D'un côté,
on voit que c'est expérimentable, hein, parce que bah, concrètement, le sucre, ça donne ça. Et puis après, bon, peut-être qu'il y a des maladies qui font que certaines personnes sont plus obèses aussi que d'autres, et qui fait que même bien manger, ça va être compliqué d'avoir voilà, un poids correct, même si en fait on peut tendre à quelque chose de mieux. Peut-être que tu vas me contredire là-dessus. Ouais, il semblerait que ce soit que 5% de la population qui a vraiment dont l'obésité part justement d'un problème, je dirais, génétique, hormonal. Et puis, comme on a dit avant, on sait aussi que à travers l'épigénétique, on peut faire changer passablement de choses. Ouais. Hein. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est souvent, de nouveau, hein, c'est pas du tout, y a pas quelque chose qui est blanc ou noir là-dedans, mais il faut toujours faire attention quand même un peu à ce qu'on dit. Mais je pense que on peut pas juste dire mes parents étaient gros, ma foi, je serai gros. Mes parents sont spécialement cons, donc je serai aussi con. Mes parents ont tous eu un cancer, j'aurai aussi un cancer, etc., etc. Et je pense pas qu'on peut penser comme ça. Je pense qu'on peut justement amener des changements à travers son environnement. C'est exactement comme si tu n'as que des gens toxiques autour de toi, ils vont te bouffer une énergie incroyable. Donc ça joue un rôle. Si tu vis que dans la population, si tu es au centre de Mexico, c'est pas la même chose que où moi je suis là à la campagne dans le canton de Neuchâtel, où il y a quasiment pas une voiture qui passe. Donc toutes ces choses-là jouent un rôle clairement sur nos cellules, c'est évident. Ouais. En parlant de tout ça, justement, j'ai vu un reportage il y a quelques temps qui est passé sur je regarde très peu la télé française, du coup je regarde en replay quand j'ai un copain qui me dit bah tiens regarde, ça devrait t'intéresser. C'était sur ça, sur l'épigénétique et l'impact par exemple des personnes qui étaient en camp de concentration sur les générations qui ont suivi derrière. Et en effet, ceux qui étaient en camp de concentration, ils étaient dans de la famine, ils avaient besoin de manger, et ceux qui ont réussi à sortir de ces camps de concentration se sont retrouvés à manger énormément en fait derrière, à devenir obèses. Et en fait, ça a mis entre 2 et 3 générations à se résorber derrière, parce qu'en fait l'impact psychologique et physiologique en fait a duré pendant plusieurs générations, et avec les conséquences en fait associées derrière. Et je trouvais ça complètement dingue. Mais c'est pas que le fait qu'elles aient beaucoup mangé, hein. C'est que en fait la cellule, avec le peu, ils recevaient à peu près 1400 kilocalories par jour. On les faisait travailler comme des dingues. Plus, on peut imaginer l'état de stress, etc. Enfin, imaginer, je sais même pas si on peut. Et en fait, la cellule est tellement intelligente qu'avec le peu que la cellule reçoit, elle arrive encore à faire un peu de gras, parce que sans gras, il n'y a pas de vie. Et qu'après qu'ils soient sortis, ils n'avaient même pas besoin d'énormément manger, mais finalement, la cellule, c'est un peu comme avec les fameux adipocytes des personnes obèses, hein, la cellule stockait très vite, parce qu'elle s'était habituée à stocker très vite, et que effectivement, les 2 générations qui ont suivi, on a des enfants qui, à travers une alimentation plus riche, plus transformée, étaient presque toujours en surpoids, voire obèses, et que pour résorber ça, ça prend quand même un peu de temps. Tout à fait. On dit qu'on tire 7 gènes derrière nous, hein, de génération. Hein. Donc ça fait 7 générations de gènes, pardon, ça fait pas mal. Hein. Ouais, ça fait pas mal. Ouais. Faudrait aller regarder son arbre généalogique pour voir comment il fonctionnait auparavant, parce que ou bien bosser maintenant sur soi. J'ai envie de revenir sur le multiscan. Donc en fait, pour bien comprendre, toi t'as quelqu'un par exemple qui arrive, qui a envie de se faire accompagner par toi. Tu lui fais le multiscan, c'est ça? Oui. Je fais une anamnèse, parce que si tu veux, l'anamnèse pour moi, je prends 1h30 hein, quand je consulte. Je consulte pas plus que, je fais pas plus que 4 consultations par jour, parce que je pense que si tu es vraiment bien c'était la même chose quand j'entraînais plus que 6 heures sur un terrain, faire du bon boulot, c'est difficile. Après, le reste, je fais du développement, je fais plein d'autres choses. Mais avec les gens, je travaille 6 heures par jour, pas plus. Mais par contre, c'est 1h30 assez intense. Et puis, il y a 20 minutes à peu près d'anamnèse. Et souvent, l'anamnèse va nous amener à ce que la personne
voit sur écran et de manière plus scientifique ce qu'elle ressent. C'est aussi intéressant quand tu as des couples qui viennent ensemble, parce que parfois, que ce soit l'homme ou la femme, ou l'homme et l'homme, ou la femme et la femme, toujours faire attention à tout ce qu'on dit, et en fait, peut se rendre compte que l'autre, c'est pas dans sa tête, c'est pas quelqu'un qui somatise, ou alors c'est effectivement dans sa tête, puis on peut l'expliquer, puis on peut améliorer ces fonctions-là. Et c'est assez bluffant, parce que tu as vraiment ta cartographie de ce qui se passe, de comment tu es, au niveau de tous tes neurotransmetteurs. Donc, enfin, pas tous, hein, parce que en fait, il y en a 5 qui sont mesurés. Hein. Tu as dopamine, noradrénaline, sérotonine, GABA, acétylcholine. Donc, est-ce que tu veux bien nous faire une petite parenthèse pour celles et ceux qui ne connaissent pas les neurotransmetteurs et les 5 que tu viens de citer, voilà, en gros, c'est quoi les neurotransmetteurs, c'est en fait, vraiment très schématisé, c'est des messagers, hein, chimiques, qui communiquent entre eux, hein, dans notre cerveau, et qui auront un impact sur, je dirais, notre humeur, qui auront un impact sur notre motivation, qui auront un impact sur notre sommeil, sur notre façon d'être et de gérer les émotions. C'est le régulateur vraiment de notre cerveau. Et puis ces fameux neurotransmetteurs, je l'ai dit avant, il y en a 5, mais il y en a une cinquantaine, hein, qui sont particulièrement importants. Et puis, comment est-ce qu'on peut alimenter ces fameux neurotransmetteurs? On peut le faire à travers la nutrition, à travers la micronutrition, mais pas uniquement. On peut le faire à travers la musique, on peut le faire à travers le sport, à travers des choses qui nous plaisent ou bien des choses qui nous touchent, etc. Et c'est à travers différentes méthodes qu'on va pouvoir rééquilibrer ces fameux neurotransmetteurs. Mais prenons juste le cas de la sérotonine, parce que la sérotonine, c'est très parlant, parce que il y a quand même beaucoup de gens, malheureusement, qui sont sous antidépresseurs. Et le plus connu à la base, c'est le Prozac, hein, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Donc, on essaie de maintenir un peu de sérotonine dans le cerveau des gens qui n'en produisent pas naturellement suffisamment, ou souvent qui ont des problèmes intestinaux, parce qu'on dit que les 90% de la sérotonine est produite dans le système nerveux entérique. Donc, tout ça fait que si on produit suffisamment de sérotonine, on sera plus serein, on aura plus de recul, on aura plus de patience. Et puis, la sérotonine, par la suite, va se transformer en mélatonine. Et puis, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc, tout fonctionne en cascade et tout fonctionne en synergie. Et c'est ça qui est intéressant. Et souvent, les gens qui prennent, on va dire, un somnifère pour dormir, c'est le pire, quoi, parce que de toute façon, ils n'arrivent jamais dans un sommeil profond ni paradoxal. Donc, il ne va pas se réparer grand-chose dans le cerveau. Donc, ils dorment, mais ils ne récupèrent pas. Donc, on sait qu'il y a énormément de maladies neurodégénératives, parce que je sais aussi qu'en France, vous êtes un des plus grands, un des pays qui consomment le plus de somnifères et d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. En tout cas, en Europe, je crois que vous êtes les premiers. Donc, je ne savais pas qu'on était les premiers, mais je savais qu'on était un gros consommateur mondial, ça c'est clair. Je crois. Et en fait, on faudrait descendre plutôt d'un étage, 2 étages, et puis de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'aller régler ça à la périphérie. Et ça, c'est quand même bien plus intéressant. Alors de nouveau, je suis pas un bon dormeur, parce que voilà, penser en arborescence, 36 000 trucs. Et j'ai quand même réussi à bien améliorer les choses. Donc on peut toujours améliorer les choses, mais c'est pas non plus. Tu sais, les gens, ils aimeraient. Moi, je dis toujours, je m'appelle Bourquin, pas Merlin. Hein, je fais pas de miracle. Hein. C'est un truc. Voilà, j'entends. Tu peux rebousser les gens et tout, mais après, les gens, ils ressortent, peut-être sont motivés, mais combien de temps ça dure, hein? C'est ça aussi. Typiquement, ce sera la dopamine, la motivation. Donc, tu reboostes leur dopamine. Et après, la plupart des gens, je travaille avec un laboratoire sanguin où on avait fait des mesures de la noradrénaline, mais là, c'était au niveau urinaire, parce que ça se mesure au niveau urinaire. C'est assez complexe. Et en fait, le laboratoire m'a dit, mais je pense qu'il y a une erreur avec nos analyses, parce que toutes les personnes que tu m'amènes, là, tes patients, ils ont tous une noradrénaline qui est effondrée. Puis après, ils ont essayé sur tout le labo, ils ont refait des tests, puis en fait, ils se sont rendus compte qu'effectivement, la plupart des gens arrivent, je pense, midi, 1h d'après-midi, 13h, ils n'ont pas de relais de la dopamine. Donc, ils sont fracassés. D'accord. Donc, en fait, la deuxième partie de la journée,
c'est pas des gens qui sont efficaces dans ce qu'ils font. Ils subissent. Et c'est évident aussi que si tu bois une bière à midi, que tu manges une pizza, et puis que tu finis avec un tiramisu. Ouais. Et puis t'as pris un gros plateau de fromage avant. Voilà, ça va être quand même un peu... Même si j'aime bien les Suisses, mais ouais, ça va être compliqué. Va être compliqué. Donc en fait, tout ça va avoir un impact sur plein de choses au niveau du cerveau et de ces fameux messagers chimiques. Yes. Et donc, ok, merci pour cette parenthèse, Olivier. On la clôt. Je reviens donc Multiscan. Tu as un couple par exemple qui débarque et qui veulent se faire accompagner. Tu leur fais faire les tests. Oui. Et ensuite, comment ça se passe ? Alors moi, je vais interpréter directement avec eux. Donc moi, je sais pas ce que je vais voir. Hein. Je peux imaginer à force, parce qu'honnêtement, si on fait bien l'anamnèse, quand tu as fait des milliers, tu sais ce que tu vas voir sur ton écran. Ouais. Et après, il faut voir quels sont les objectifs de ces personnes. C'est sûr que j'ai aussi quand même beaucoup de gens qui sont dans le domaine du sport et de la performance. Après, un truc qui marchera toujours au niveau commercial, c'est terrible à dire, c'est la perte de poids. Ou la prise de poids, parce qu'on sait qu'il y a 80% de la population qui n'est pas contente avec son poids. Ouais. Une femme a toujours 1 kilo de trop, par exemple. Hein. Ouais. Et là, il y a ça, c'est pas pour rien qu'il y a tous ces régimes, tous ces trucs aberrants comme j'aime, où on va encore te dire que tu peux aller calculer ton indice de masse corporelle gratuitement. Waouh, c'est déjà tellement compliqué. L'IMC, c'est quelque chose qui est tellement dépassé. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, tu as des messages pareils, publicitaires, qui passent, et tu te dis, ah ouais, mais les gens en sont encore à s'intéresser à leur IMC plutôt qu'à s'intéresser à leur indice de masse grasse, à l'IMG. Parce que ça, c'est beaucoup plus parlant. Et là, tu te dis, finalement, je ne sais pas si tu connais l'acronyme KISS dans le monde du business, c'est Keep It Simple Stupid. Plus tu es simple et bête, plus on te comprend. et en fait, quand tu vois la publicité, justement, comme j'aime, hein, tu connais comme j'aime la marque de régime, voilà, où tu as quand même des stars comme Henri Lecomte, je dis exprès, hein, et puis Castaldi, et puis Castaldi qui te disent que grâce à ça, ça a transformé leur vie. Enfin bon, ceci dit, eh bien, tu te rends compte que des choses comme ça fonctionnent quand même, parce que c'est quand même une grosse boîte qui vend. Ouais. Mais parce que les gens, en fait, ils veulent faire un truc pendant un mois, puis après, c'est terminé. Moi, je fais un programme où les personnes, je leur dis toujours, moi, si vous voulez me voir toutes les semaines, aussi sympathique que vous soyez, et même si vous me donniez, je ne sais pas combien à la séance, ça ne m'intéresse pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, je veux rendre les gens indépendants, et pas qu'ils soient dépendants de moi. Et qu'après, je veux bien les suivre. On peut refaire des mesures, on va dire, 2 mois, 8 à 10 semaines après. Et après, ils doivent être indépendants. Et ça devrait être comme l'hygiéniste dentaire. Tu retournes peut-être après 6 mois, après 1 année, mais pas plus. Ouais. Parce qu'il faut arrêter de faire des gens des assistés. Et on est quand même là-dedans. Je peux que partager à plusieurs niveaux. Alors par rapport au KISS, moi ça m'a fait penser à Trump où il a été élu notamment parce qu'il avait un discours, on va dire, beaucoup plus abordable pour une plus grande population des États-Unis. C'est clair que Madame Clinton, bien sûr. Exactement. Donc voilà, ça m'a fait penser direct à ça. Petite parenthèse fermée. En effet, je te rejoins sur ce que tu dis et il faut avancer, contribuer à notre manière dans ce sens. Mais en tout cas, l'autonomie est juste essentielle. Mais d'un autre côté, tu vois, on parle de business et c'est vrai que certaines marques ou certaines marques pharmaceutiques sont dans ce schéma de dire ok, en effet, s'il y a une récurrence, moi je le vois très bien avec mon père hein, qui a des médicaments pour le cœur, pour le qu'on appelle ça c'est pas cholestérol. Le cholestérol, voilà, classique. Statine, ouais. Exactement. Et là tu te dis il en a une palanquée de médicaments et tu te dis voilà, il est dans le schéma et tu vois les statines, je m'excuse de te couper. Non, vas-y, je t'en prie. Les statines en Suisse, qui est quand même on va dire le pays de la pharma, la levure de riz rouge est interdite. Donc les gens qui veulent prendre une statine naturelle, qui sont suisses, ils traversent la frontière, ils viennent chez vous,
qui viennent en France et puis ils vont acheter de la levure de riz rouge, donc des statines naturelles, parce que c'est devenu interdit, parce que ça faisait concurrence. Wow. Et ça coûte pas grand-chose, la levure de riz rouge. Par contre, les statines, oui, ça rapporte. Donc voilà, je veux dire, on pourrait donner plein d'exemples à ce titre-là. Ouais. Et c'est quand même, c'est un peu gravissime, hein, parce que combien d'hommes à qui tu donnes des statines, moi j'ai toujours, tu donnes des statines à un homme, tu peux lui donner du Viagra, hein. Ouais. Parce qu'il va diminuer aussi de manière très importante son taux de testostérone. C'est aussi pour ça qu'il a plus mal aux jambes, que musculairement ça se passe pas très bien. Donc, je veux dire, il y a toujours des effets collatéraux qui sont bien là. Alors, plutôt que tout de suite balancer des statines, sachant aussi que les 3/4 du cholestérol est héréditaire, hein, on pourrait revoir la façon de manger de ces gens. Mais je te donne un autre exemple. Normalement, tu devrais manger... Tu pèses... Tu veux nous dire ton poids? Ouais, sans problème, 74 kilos. Voilà. Alors, tu devrais avoir de graisse saturée par jour à peu près 7,4 grammes, parce qu'on dit que c'est 10% de graisse saturée. Ok. Maintenant, si tu manges une mozzarella, des bufala, la bonne, hein, celle qui est bien grasse, hein, 150 grammes. Qui donne envie, là. Ouais, ça, c'est pas mal comme truc. Eh bien, tu auras déjà 24 grammes de graisse saturée. D'accord ? 24 grammes. Si tu manges un chocolat noir à 80%, une ligne, ils ont 20 grammes, tu te retrouves déjà avec 5-6 grammes de graisse saturée. Donc, en fait, ce qu'on donne aux gens à manger, ce qu'on propose dans les supermarchés, les grandes surfaces, etc., fait qu'on ne peut que avoir des gens qui auront un cholestérol qui sera trop élevé. C'est plus qu'évident. Donc, finalement, à travers ce qu'on propose, on ne peut que rendre les gens malades. C'est comme si tu es dans une zone 30 à l'heure et puis que chaque fois on te dit tiens, prends la Lamborghini. Au bout d'un moment, de toute façon, tu vas péter un câble et puis tu vas pas rouler à 30 à l'heure. Donc, ça joue pas. Donc, en fait, tout est fait pour que les gens aillent pas bien, parce que comme ça devient des bons clients. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette nouvelle industrie depuis quelques années sur le bien-être, sur la santé, sur la prévention, parce que là maintenant on voit de plus en plus de choses fleurir. Alors c'est de plus en plus sexy comment dire de mieux manger, d'être voilà dans de la healthy food, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette industrie? Est-ce que tu penses que alors bien sûr qu'il y en a qui font des choses bien, mais il y a aussi il y a ceux qui surfent là-dessus, il y a ceux qui font du vrai vrac, il y a ceux qui font des trucs bien, puis il y a ceux qui te font des emballages en plastique avec rien dedans et qui surfent sur cette vague. Mais je pense que, tu sais, quand tu es dans un monde qui est le monde plutôt du sport, alors, moins maintenant de la performance, parce que c'est pas des gens qui sont souvent en bonne santé, mais du sport en général, de la santé, tout ce qui t'intéresse, tu penses que ça va bien. Et puis, dernièrement, j'avais un restaurateur qui a une dizaine de restaurants. Puis moi, je lui dis, mais moi, j'ai l'impression que les jeunes font quand même plus attention, etc. Puis il m'a dit, non, alors détrompe-toi complètement. Complètement. En plus, il me dit, tu as aussi la génération du hip-hop, donc les jeunes filles se sont aussi décomplexées à quelque part. Et puis, finalement, j'ai l'impression, dans mes restaurants, que les gens s'en foutent de plus en plus. Ah ouais. Donc je pense qu'on a vraiment une petite tranche de la population, c'est ceux qui viennent de nous dans les conférences, qui veulent faire mieux, qui s'intéressent, ceux qui écouteront peut-être cette interview, exactement. Et tout le reste, qui en a pas grand-chose à foutre parce qu'ils ont d'autres priorités. Et nous, on sait par exemple que, si tu veux, sur Lausanne, tu as la région de Renan, c'est un peu plus... ça existe en Suisse, hein, ceux qui sont moins aisés, puis tu as Puy, et ceux qui sont plus aisés. Puis tu as Genève, tu as rive gauche, plus aisée, rive droite, moins aisée. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de problèmes de surpoids chez les personnes qui sont moins aisées, parce que pourquoi alors? Pourquoi? Ça, c'est la question. Si je disais que c'est lié finalement à peut-être un manque de connaissances, ou alors est-ce que c'est aussi lié toujours à un autre mode de fonctionnement au niveau de son alimentation,
par rapport à des pays qui mangent pas je dirais de la même manière. De nous, il faut surtout pas mal comprendre mes propos, mais c'est des choses qui sont différentes aussi au niveau culturel. Donc c'est pour ça que c'est très complexe et c'est pour ça que c'est très compliqué. Je pense qu'il y a aussi le système de croyances qui rentre dedans. On parlait des croyances liées à l'argent, des croyances liées au temps, et c'est vrai qu'on dit bon ben voilà, si on veut manger bio ou en tout cas des bons aliments, ça coûte cher. Donc du coup, ben si j'ai les moyens, je vais me poser la question de ah bah c'est super, je vais pouvoir acheter ces aliments-là. Et si quelqu'un qui a moins les moyens et qui se dit bah de toute manière ça coûte cher, donc vaut mieux pas aller dans ce rayon et on va plutôt aller dans tel ou tel rayon où ça va être moins cher mais potentiellement plus désastreux pour son corps. Clairement, le vide ne remplit pas. Parce que c'est assez intéressant de voir. Moi, j'ai des photos d'aliments qui sont plutôt vraiment du vrai bio et puis des aliments ultra transformés et tout. En fait, à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc, en fait, c'est des calories vides. Et donc, tu auras de nouveau plus vite faim. Donc, tu remanges plus. Donc, à la fin, tu n'étais pas gagnant. Mais sur le moment, oui, sur le moment, tu es gagnant. Et puis en plus de ça, généralement, c'est des choses qui sont, on va dire, associées au plaisir. Et donc, du coup, tu vas être bien, tu vas avoir de la dopamine, t'es au top. Ça. Et puis, bim, 2 heures après, il va falloir recharger, quoi. Exactement. Puis tu vas te boire un soda, quelque chose comme ça. Moi, je donne souvent l'exemple le matin, un produit qui est fabuleux à faire et qui coûte quasiment rien. Tu mélanges 2 œufs avec une banane. Tu t'écrases la banane, tu mélanges avec les œufs, tu fais revenir à la poêle et tu mets un peu de cannelle. T'as jamais faim. Moi, avec mon poids et ma taille, avec ça, j'ai pas faim jusqu'à midi. Eh bien, ça te coûte combien? Une banane et 2 œufs? C'est pas grand chose en tout cas. c'est pas trop cher. Donc ça, je veux dire, voilà, t'as déjà quelque chose dans l'œuf, il y a tout quasiment. C'est un produit exceptionnel. Et la banane, c'est un produit aussi exceptionnel. Alors je dis pas que tu vas manger ça toute ta vie. Mais mine de rien, avec un petit déjeuner comme ça, tu fais quelque chose d'incroyable, quoi. Tu vois ? Et voilà. Et on pourrait faire plein d'exemples comme ça. Ce que disait Feu Jean-Pierre Coff, c'est qu'il a fait des livres aussi là-dessus. Tu peux manger je pense en France, parce qu'en Suisse, tout est plus cher. Mais je pense que tu peux manger correctement en France pour 6-7 euros par jour. Tu vois, étudiant, j'avais acheté un bouquin, c'était comment manger pour 2,50 € par repas, mais bien manger. Et en fait, on se rend compte qu'on peut, pour 2,50 € bien manger avec des légumes, avec un petit peu de féculents, avec tout ce qu'il faut. Et c'est vrai que ce bouquin-là, d'ailleurs, je crois que je devrais le récupérer en face de moi. Tu vois, moi, c'est pas derrière la biblio, mais c'est en face. Donc je partage complètement. Il faut juste se poser, comprendre un peu qu'est-ce qui est bon pour nous, et puis franchement, aller, typiquement, tu vas au marché, il y a des choses très intéressantes à des prix hyper abordables. Pas forcément aller non plus dans des grosses industries du bio assez connues qui peuvent coûter en effet beaucoup plus cher. Donc voilà, c'est vraiment prendre du recul là-dessus et faire attention à ça. C'est très juste ce que tu dis, parce que les gens ont aussi une fausse image. Si tu prends l'exemple de la boucherie, moi je suis dans un petit village, le boucher il est incroyable, c'est en fait l'agriculteur est boucher, donc on sait un peu ce qu'on mange. Génial. Et si tu vas chercher les produits chez lui, c'est 30% moins cher que dans un supermarché. Mais c'est aussi logique parce qu'il a moins de charges. Et son produit est meilleur. Et les gens ont souvent l'idée, le boucher est plus cher. Non, le boucher, la vraie boucherie, il n'est pas plus cher. C'est faux. C'est clairement faux. Je le sais, en effet, parce que j'y vais. Je peux confirmer. Voilà. Mais souvent, les gens, c'est des idées préconçues par rapport à ça. Exactement. Donc, c'est bien. C'est bien avec ce podcast. En tout cas, on essaye de détricoter ces idées. Tu as parlé de nutrition et de micronutrition tout à l'heure. C'est quoi la différence entre de la nutrition et de la micronutrition? La micronutrition, ce sera vraiment s'intéresser à nos teneurs. Est-ce qu'on a assez de... typiquement, prenons l'exemple du fer. Le fer, dans le monde du sport, mais pas que, c'est 3 personnes sur 4 ont actuellement un fer qui est trop bas. D'accord. Donc la ferritine, dans la mesure, c'est finalement le meilleur moyen, on va aller voir la transférine, etc. Mais déjà, faire ces mesures-là,
on se rend compte que la plupart des gens sont en carence en fer. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a plein de choses qui inhibent l'absorption du fer. C'est la caféine et la théine. Et ça, c'est des choses qui sont bien aimées. On sait même que le lait, boire du lait, on dit aux gens de boire beaucoup de lait parce qu'il faut boire du lait, c'est pas non plus idéal. Et après... Quand tu parles de lait, je me permets, c'est lait de vache, lait de chèvre et ou lait de plutôt végétaux. Alors, pas les laits végétaux, parce que des gens devraient dire des jus végétaux, mais je dis aussi des laits végétaux, mais on devrait dire des jus végétaux. Et on est plutôt sur quand même le lait de vache à ce niveau-là. Mais après, si on revient sur le fer, on a aussi l'autre problème, c'est que qu'est-ce qui permet une bonne absorption du fer ? La vitamine C. Encore faut-il manger un peu des agrumes, un peu des crucifères, donc tout ce qui est à base de choux, etc. Ou l'aronia qui est bourré de vitamine C. Et puis après, c'est le cuivre. Ça, on ne sait pas toujours. Les gens qui sont carencés en cuivre, et chez les sportifs, ils mangent presque toujours des aliments raffinés qui contiennent plus de cuivre. On trouve aussi du cuivre dans les oléagineux. Mais finalement, on se rend très vite compte qu'on a tout pour faire en sorte qu'on va être carencé en fer, et d'autant plus que la plupart des gens ont un microbiote, la sphère digestive, avant on disait la flore intestinale, qui n'est pas en bon état. Donc ils vont pas bien absorber le fer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait des perfusions facilement en Suisse en fer, on fait en France et en Belgique beaucoup moins, et ça pour le foie c'est pas terrible. Donc on va chercher des solutions. Moi je suis un grand fan de la spiruline, qui contient à peu près tout. La spiruline, c'est un produit incroyable. Moi, je pense que ça fait 9 ans que je prends de la spiruline. Ça fait 9 ans que je n'ai pas raté un jour de travail, même avec le Covid. Et spiruline, tu en prends comment, quand de nouveau, il ne faudrait pas la prendre avec du café ou du thé. Ok. Et puis, moi, je prends 5 grammes par jour. Voilà. D'accord. Et il y a tout dans la spiruline, sauf de la vitamine C. Mais c'est un produit assez génial. Mais voilà, ça, c'est un exemple typique d'une chose qu'il faut augmenter. Comme la vitamine D, en hiver, on sait qu'il y a une relation directe entre le cancer du sein et une vitamine D basse. On sait que la vitamine D, elle est aussi importante par rapport au Covid. On sait qu'elle est importante par rapport au risque du cancer du côlon, etc. Donc la vitamine D, c'est quelque chose qu'il faudrait mesurer régulièrement, qui n'est pas toujours fait. Par exemple, dans le monde du sport, les personnes de couleur noire ont presque toujours une vitamine D effondrée parce que leur peau est faite pour absorber plus finalement de soleil et que la plupart du temps, ils sont carencés en vitamine D, donc ils auront aussi plus de risque de fracture de fatigue au niveau du sport. Typiquement. Et là-dessus, je lis aussi beaucoup de biographies entrepreneuriales, mais aussi de biographies de sportifs. Et dans beaucoup de bios, on se rend compte que certains, l'hiver, en fait, ceux qui sont plutôt en Europe ou en tout cas hémisphère nord, partent dans les Caraïbes ou dans le sud pour pouvoir passer leur hiver et faire leurs exercices. Et il y a en effet une relation très forte vis-à-vis de ce que toi tu es en train de nous dire. Clairement, et on sait aussi souvent que les meilleures performances sont faites sur août-septembre, une fois que les gens ont de nouveau emmagasiné de la vitamine D. Ça montre à quel point cette vitamine est importante. Donc en fait, on va s'intéresser au stress oxydatif. Typiquement, moi j'ai des mesures sanguines quand même bien plus complexes que juste mesurer le cholestérol et puis la créatinine. On va mesurer la SOD, la superoxydismutase, le glutathion, c'est des super antioxydants. Ça, c'est des choses qui sont assez pertinentes à mesurer, qui le sont rarement. On va mesurer les apports, le ratio oméga 3, oméga 6. On sait à l'heure actuelle que on n'a vraiment pas assez d'oméga 3 dans notre alimentation. Ouais. Je dis toujours aux gens, je ne sais pas si tu sais d'où vient l'expression, peut-être que tu la connais pas, le crétin des Alpes. Non, je connais pas. Alors, un crétin, c'est un crétin des Alpes. Voilà, c'est pourquoi ? Parce que en fait, les gens qui vivaient dans les Alpes étaient carencés souvent en iode, ils avaient un goitre, et puis ils avaient moins de produits de la mer. Et on sait que c'est en ayant consommé plus de produits de la mer que notre cerveau s'est vraiment développé. Il y a une meilleure myélinisation, c'est fondamental pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Et il y a des études assez passionnantes là-dessus qui montrent que des mamans qui ont consommé pas mal d'oméga 3, que ce soit en complémentation comme le krill
ou en mangeant de la sardine. Moi, je suis un fan de la sardine. J'ai les sardines de 2015, 2016, la sardine millésimée. Ouais, c'est incroyable la sardine. Après, elle devient confite, c'est exceptionnel. Eh bien, les enfants étaient aussi, après, à l'adolescence, des adolescents qui fonctionnaient mieux. Donc, c'est aussi, on parle souvent des 1000 premiers jours chez la femme, qui sont fondamentaux. Donc, dès le moment où madame tombe, j'adore ce terme, tombe enceinte, les 1000 jours qui suivent sont absolument fondamentaux. Et là, c'est un peu le néant. On sait que c'est important. On sait que, typiquement, si je vais un peu plus loin, que si madame peut accoucher par voie basse, c'est vachement mieux, c'est beaucoup mieux pour l'enfant que par césarienne. Alors, si elle peut pas choisir, elle peut pas choisir. Mais on sait que le microbiote d'un enfant, il est stérile quand il naît et que le passage par le vagin amène des bonnes bactéries, ce qui n'est pas le cas si c'est à travers une césarienne, parce qu'il aura le microbiote de toutes les personnes au niveau de la peau, des gens qui sont autour. Donc ça n'a rien à voir. Donc toutes ces choses-là, maintenant, on les sait, mais on ne les utilise pas encore assez. Il y a certains médecins qui reprennent l'enfant puis qui le mettent en contact avec les organes génitaux de la maman. Comme ça, il va prendre une partie de ce microbiote. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas un grand pourcentage. D'accord. Et puis la césarienne rapporte plus. Ah bien, on revient à cet aspect financier. On a vu pas mal de choses là, mine de rien, et on comprend mieux en tout cas la nutrition, la micronutrition, et ce en quoi c'est hyper important d'y aller. Alors certes pour ceux qui veulent faire plus de performance, mais tout simplement si on veut être en meilleure santé en fait. Ouais, clairement, on reste sur ce côté santé. Après les mesures sanguines qu'on fait, moi j'ai un ami dentiste qui est devenu vegan et il mange que crudivore. Ok. Alors moi, là, c'est parce que vraiment c'est un ami, mais normalement ces gens-là, c'est un peu trop extrémiste pour moi. Je fais pas de suivi. Et puis lui il me dit, mais regarde, je suis en super forme. Et si je prends ses bilans sanguins, ils sont catastrophiques. Mais lui, il se sent tellement bien. Donc finalement, c'est aussi intéressant de te dire, lui il croit tellement en son truc, ça fait quand même quelques années qu'il fait ça, et ça le passionne. Et un coup, je vais dans son cabinet, il se tirait au cadre la porte, il regarde la force que j'ai et tout. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Mais du coup c'est puissant, mais on voit qu'il y a quand même une décorrélation entre les bilans de santé et bilans sanguins et puis son mindset. Alors que justement on pourrait avoir une corrélation parce que son mindset est tellement puissant, il croit en quelque chose de très très fort. C'est super intéressant. Et en fait aussi, si tu veux, moi je dis toujours, j'ai mis une douzaine de points qui sont en relation avec ta santé sans devoir faire des bilans sanguins. En fait, si tu dis tibia sec, cerveau sec, tu pourrais te dire que tu es carencé en oméga 3. D'ailleurs, tu en parles dans la performance sur mesure. Voilà, ça j'en parle là, effectivement. Mais il y en a encore beaucoup plus de choses qui sont liées à ça. Mais typiquement, le nombre de jeunes qui arrivent pâles, cernés et tout, c'est pas compliqué de voir qu'ils seront carencés en fer. Mais le matin, de ne pas avoir faim une demi-heure après s'être levé, c'est certainement que ton foie est fatigué. Et t'auras beau les extrémités froides, c'est certainement que ton NO, l'oxyde nitrique, ne fonctionne pas correctement, etc. Donc tu peux aller chercher beaucoup de choses où tu vas pas forcément le voir à travers des bilans sanguins. Donc je pense que si les gens avaient plus de connaissances sur eux-mêmes, savaient mieux interpréter les choses, il y aura aussi moins de gens qui vont consulter pour rien et puis qui finalement sont des bouffeurs d'afalgans et d'anti-inflammatoires et compagnie. Et ça demande de nouveau de prendre du temps. C'est pour ça que moi je prends 1h30 par personne, parce que je veux qu'ils repartent en ayant appris quelque chose. Je pourrais voir plus de monde, plus rapidement, moins cher. Donc, mais c'est pas mon idée. Moi, mon idée, c'est que je veux que la personne, quand elle vient chez moi, elle vit une expérience. En plus, j'ai le frigo à côté, je lui fais goûter des trucs. Enfin, voilà. C'est une vraie expérience. C'est pas juste
C'est comme si tu vas dans un restaurant gastronomique. Moi, si je vais manger, j'ai envie de manger différemment de ce que je mange à la maison. Et donc, sinon, ça n'a pas d'intérêt, à quelque part. Donc, si on veut se faire accompagner par toi, je sais qu'il y a en présentiel, mais il y a aussi en ligne. Alors là, je ne peux pas faire le multiscan. Donc là, comment ça se passe? Là, je ne peux pas faire le multiscan. Mais de nouveau, à travers les questions, moi, comme je disais, c'est un peu l'avantage d'être plus vieux, c'est que je comprends ce que je verrais sur la machine. Et la personne, de toute façon, elle n'a pas intérêt à se mentir à elle-même. Donc, ça peut aussi bien marcher. Sinon, on crée aussi des défis. Là, on a 2 groupes qui fonctionnent de 15 personnes, où on les suit 7 jours sur 7 et 16 heures sur 24. Et ils reçoivent des informations. Déjà, on le fait à travers le Zoom maintenant. Avant, on le faisait en présentiel. Et puis, je leur explique tout ça pendant 2 heures. Hier soir, j'en ai lancé un. Après 15 jours, on refait un petit présentiel Zoom. Puis après, on finit 15 jours après. Mais tous les jours, ils sont suivis et reçoivent des informations et ils sont coachés. Et ils ont un programme à suivre, mais qui reste assez large. Et en fait, en un mois, tu peux transformer quelqu'un. Et ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Parce que moi, j'ai des gens où on a des gens le Valais. Je sais pas si tu connais le Valais. Le Valais, c'est le Valaisan. Tu vois, le Valaisan, il est comme ça et tout, ça va bien. Et le gars, ils aiment bien boire des verres en Valais. Hein. Moi, je viens du Jura, on aime bien boire des verres aussi, donc on se comprend. Et tu dis au gars, dis donc, là, ça sent le sapin. Et tu connais l'expression « ça sent le sapin » ? Alors non, moi je suis breton, tu sais, moi c'est de l'autre côté. Alors l'expression « ça sent le sapin », c'est les cercueils qui sont en sapin souvent. Ah oui, ok, ça marche. Voilà, et tu dis donc, ça sent le sapin. Comment ça sent le sapin ? Je dis ouais, si tu continues comme ça sent très fort le sapin. Et là, le gars, il dit ah ouais, je dis mais tu rigoles ou pas ? Parce que les Valaisans tutoient tout le monde de toute façon. Et je dis ouais, c'est vraiment pas bon, vraiment pas bon. Maintenant, tu fais ça comme ça, et tu reviens dans 8 à 10 semaines. Si tu fais, tu seras pas la même personne. Tu fais pas, ça, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Et ça leur met une claque. Celui qui fait, il revient, c'est plus la même personne. C'est-à-dire que tant que tu tombes pas malade, tant que t'as pas un cancer, t'as pas fait un AVC, une crise cardiaque, tout ce que tu veux comme saloperie, eh bien, ton corps a une plasticité, ton cerveau a une plasticité qui est extraordinaire. Et le gars, typiquement, celui-là, parce que celui-là, il m'avait marqué, il est revenu, c'était plus la même personne. Mais après, le risque, c'est est-ce que il va se dire je peux continuer à faire le con et de toute façon, je peux rattraper assez vite ce que je fais. Voilà, ça, c'est une autre question. Ouais, mais après, en tout cas, tu leur as donné toutes les cartes pour qu'ils puissent faire du mieux possible et puis travailler sur sa santé et plus largement parce que automatiquement, sa performance sera plus grande s'il améliore sa santé. Exactement. Et ok. Et quel type de personnes tu as dans ces groupes si on veut en savoir de tout. C'est ça qui est génial. C'est que ça va de jeunes, alors pas super jeunes parce que c'est quand même un prix, à des gens qui ont. Là, on a une dame qui a 70 ans. Après, on a des gens qui peuvent être très sportifs ou pas sportifs. Des gens qui viennent parce qu'ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, parce que ce Covid a usé beaucoup de monde quand même, psychologiquement, puis des gens qui veulent être plus performants dans leur sport. Et en fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est que plutôt que de faire tout le temps des clivages, comme on sait, les jeunes, les vieux, les machins, les ceci, cela, on met tous ces gens ensemble et chacun apporte quelque chose à l'autre. Moi, ce que j'avais adoré dans la formation typiquement Suisse Olympique, c'était la pluridisciplinarité. Tu te retrouves avec des gens qui font du rock acrobatique, tu vois, moi avec ma taille et tout, machin, rock acrobatique, mais tu mélanges ça et t'apprends, chacun apprend de l'autre et t'en ressors enrichi. Et ça, moi, j'aime bien ça, quoi. Ouais, mais ça s'entend, ça se ressent et ça se voit. Moi, j'ai la chance de voir Olivier. Question, le jeûne intermittent, c'est quelque chose que toi tu préconises ou qu'est-ce que tu en penses toi du jeûne intermittent ? C'est marrant que tu me poses cette question parce que je suis en plein travail là-dessus parce que en fait, je suis clairement faire un jeûne quand tu vas bien n'a aucun intérêt.
parce que le matin, c'est presque normal que tu aies faim, etc. Moi, je trouve bien que les gens fassent un jeûne intermittent, parce que quand ils arrêtent, ils reviennent me voir parce que finalement, ils reprennent plus de poids qu'avant et tout. Et je suis en train d'avoir une réflexion sur le jeûne intermittent, mais en le faisant d'une manière différente. Typiquement, par rapport au système nerveux. Parce que le matin, de ne pas prendre de petit déjeuner, par rapport à ta dopamine, il faudrait de la tyrosine, il faudrait des aliments qui activent ce système nerveux, puis il faudrait quand même un peu de graisse le matin. Okay. Par contre, effectivement, tu pourrais très bien te dire que tu n'as pas besoin de sucre. Et là, je suis en train de tester maintenant sur moi, parce que je fais comme cette dame et comme toi, je pense que tu fais aussi. D'abord, je teste toujours sur moi. Après, je teste avec mes collaborateurs proches, etc. Puis après, on va un peu plus loin. Mais là, je suis sur une formule où je pars avec de la tyrosine. Ce matin, j'ai pas pris de petit déjeuner, typiquement, alors que je suis quelqu'un qui préconise le petit déjeuner, vu que je suis en phase test. Donc, je prends de la tyrosine avec, il y a un peu de guarana, etc. C'est un produit qu'on appelle le BN Energy, que moi j'ai rappelé le BN Energy. Okay. Et puis, je me suis fait un thé de pu'er. Tu connais le pu'er? De nom, je ne pense pas en avoir pris le pu'er, ça a le goût du lagavulin. Si tu aimes le whisky, c'est pas mal. C'est un côté un peu tourbé, comme ça. Ouais. Et le pu'er est particulièrement intéressant pour le foie et l'intestin. Et dans ce thé pu'er, je rajoute des acides gras de type oméga 8 et 10, c'est les MCT, hein, c'est les triglycérides à chaîne moyenne. Et en fait... par rapport à hier soir où on a mangé, bon, c'était un peu tard, mais bon, disons, si tu manges, idéalement, ce serait vers 19h30, 20h. Et puis, maintenant, j'aurais eu aucun impact jusqu'à midi, tu vois, là, c'est quelle heure? C'est 10h30. J'aurais eu aucun impact sur ma glycémie. Donc, ça me permettra aussi de mieux mobiliser les graisses. Et si je reprends ma machine, parce qu'après, je m'amuse à me tester moi sur la machine, mon foie, il reste impeccable, il ne doit pas travailler. Mon intestin non plus, donc ça, je peux le mesurer tout le temps à l'instant T. Ouais. Ça, c'est assez passionnant aussi, parce que tu vois vraiment ce qui se passe. Hein. Je peux vous parler une fois de la gliadine, si ça t'intéresse, pour voir. Moi, la gliadine, ça m'a explosé l'intestin pendant 3 jours. Hein. C'est vraiment que de la protéine de blé, ce qu'on retrouve dans les produits comme le sétan. Alors moi, ça passe pas du tout. Okay. Alors que je suis pas intolérant au gluten, ça c'est aussi voilà. Autre sujet. Genre une sensibilité, mais c'est un autre sujet. Ouais. Et donc, je me retrouve à faire ça, et c'est vrai que ça me fait finalement un jeûne, mais un jeûne intelligent dans le sens où j'ai quand même amené de la protéine, ce qui me permet d'être bien présent avec toi, d'avoir le système nerveux qui fonctionne bien. Et puis quand même un peu de gras, parce que le matin on transforme bien les graisses, et là on est plus sur des graisses très intéressantes au niveau des cellules. Donc le faire sous cette manière-là, je pense que ça peut être très intéressant, clairement. Yes. Mais le faire d'une manière un petit peu comme ça, juste je mange pas. Non, parce que si on prend les rythmes hormonaux, on sait que le matin on a quand même besoin de protéines et de graisse. Mais par contre, effectivement, est-ce qu'on a besoin, si on ne fait pas de sport durant la matinée, est-ce qu'on a besoin de manger du sucre? Sûrement pas. Ouais. C'est une vraie question. Tu vois, moi, je teste. Alors, je ne suis plus en phase de test parce que je l'ai adopté, le jeûne intermittent. Je l'ai testé, j'ai commencé au mois de mars l'année dernière. Ouais. Et donc pareil, hein, comme toute nouvelle chose, voilà, on a envie de tester, on voit, on regarde un peu comment le corps fonctionne, comment l'esprit fonctionne, est-ce qu'on est aussi assidu ou pas. Moi j'ai mes routines matinales d'aller faire du sport, méditation, cohérence cardiaque, etc. Et puis ensuite, voilà, je vais bosser et justement comprendre un peu mon état psychologique, si je suis beaucoup plus focus ou pas, le fait de passer la barre de midi 13h, voilà comment ça se passait, parce que je mange, voilà, je termine généralement maximum à 21h et je commence à 13h pour manger, et du coup, certes au début, il y a des petites phases un peu de rééquilibrage. Ouais, on va rééquilibrer. Voilà, on va se trouver. Ouais, tu veux recalibrer surtout. Recalibrer, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai une tendance vraiment, je suis quelqu'un d'assez maigre et qui sèche très très vite. Et c'est vrai que je n'avais
pas augmenter significativement en fait, augmenter en fait mes autres apports en fait pendant le lunch, donc le déjeuner, et puis je mangeais rapidement un petit truc vers 17h, et puis le dîner, bon je mangeais mais on va dire comme d'habitude. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai vraiment séché en l'espace d'un mois. Et donc après, il a fallu mettre un peu plus de choses dans son alimentation sur la phase où on mange tout simplement. Mais c'est... Pour l'instant, je suis dessus, mais je suis ouvert à d'autres typologies. Alors, si on peut appeler ça des régimes, en tout cas, d'autres typologies de façon de faire. Et ton retour sur le jeûne m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas pendant combien de temps tu vas faire ces tests-là derrière, mais je serais content d'avoir ton retour pour pourquoi pas ajuster tout ça. Ouais, je pense que ce serait intéressant justement de travailler sur particulièrement dopamine, sérotonine, pour que finalement ton système nerveux soit vraiment boosté. Mais tu vois, moi, les gens, par exemple, tout d'un coup, qui font des jeûnes d'une semaine et tout, je dis, mais si tu vas bien, si tu fonctionnes bien, faire un jeûne n'a pas de véritable intérêt. Typiquement, si tu fais trop la fête un soir, le lendemain, tu vas faire un jeûne naturellement parce que tu es moins bien, tu laisses tes organes se reposer. Naturellement, et ouais. Ouais, naturellement, c'est ça. Et souvent, tu sais, dans tout ça, moi, je viens de la campagne jurassienne suisse. J'ai travaillé beaucoup, j'adorais aller chez les paysans. Ils nous payaient en œufs, en œufs. Okay. Donc, ils nous donnaient 3 œufs à la fin de la journée et ils disaient, tu les revendras à tes parents. Va dire maintenant un jeune qui a 14 ans, tu vas travailler chez le paysan toute la journée, il va te donner 3 œufs. Mais c'était génial. Et en fait, ce bon sens paysan, je trouve qu'on l'a perdu. On a perdu le bon sens et encore plus le bon sens paysan. Ouais, je suis complètement en phase avec toi et il faudrait même réapprendre ce que nos ancêtres le faisaient naturellement. Ouais, et ça c'est assez marrant parce que c'est des choses qui reviennent souvent dans nos épisodes de podcast. Le bon sens, le fait de revenir à quelque chose de plus naturel, de plus simple. T'es fatigué, tu vas te coucher. Et ouais. Non mais complètement. Donc voilà, après moi j'avais un grand-père maternel extraordinaire et il me disait t'as faim, moi j'ai toujours eu de l'appétit et il me disait c'est une bonne maladie. et c'est vrai, c'est quand t'es malade t'as pas faim. Et c'est une bonne maladie, je trouve ça excellent parce que c'est normal une demi-heure après t'être levé d'avoir faim, etc. Et si t'as de l'appétit c'est que ça va bien. Bon, si tu penses qu'à bouffer, ça va pas non plus, mais faut trouver de nouveau, une fois de plus, le juste milieu. Et souvent, ce que je dis aux gens dans tout, c'est la dose qui fait le poison. C'est vraiment la dose qui fait le poison, à tous les niveaux. Si tu fais trop de sport, c'est pas bon. Si t'en fais pas assez, c'est pas bon. Si tu dors trop, c'est pas bon. Si tu dors pas assez, c'est pas bon. Si tu manges pas assez, c'est pas bon. Si tu manges trop, c'est pas bon. On peut dire ça à peu près à tous les niveaux. Et ouais, je ne peux que partager. Et en effet, les extrêmes, c'est rarement bon, on va dire ça. C'est rarement bon, ouais. Par contre, il faut quand même sortir de sa zone de sécurité parce que c'est comme l'équilibre. Je veux dire, pour avoir un meilleur équilibre, tu dois travailler ton équilibre en te déséquilibrant. Mais tu dois pas aller trop loin. C'est comme faire du muscle. Je veux dire, tu vas casser de la fibre, mais si tu casses trop de fibres, tu vas te blesser. Puis si après, tu n'alimentes pas finalement ton muscle et ta fibre correctement, tu progresses pas. Et c'est toute la finesse finalement d'une planification ou d'un programme ou d'un coaching. C'est ça. Mais encore faut-il, c'est ce que je dis souvent aux psys avec qui je collabore, que la personne soit réceptive et qu'elle ait la capacité d'écouter, l'envie d'entreprendre, etc., etc. Parce que sinon, tu parles à un mur, ça n'a aucun intérêt. Exactement. Et en effet, on revient sur des fondamentaux, mais le pourquoi, le pour espace quoi, le big why, comme Simon Sinek aime bien le dire, c'est vraiment important. Pourquoi je fais les choses, hein, et à partir du moment où on se pose ces questions, certaines en fait ont perdu la conscience de se poser cette question et justement c'est un peu pourquoi ce podcast existe aussi, hein. C'est pour susciter les questionnements et puis de se dire ok, en effet, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi, ma santé, ok, je vais être plus performant, ok, mais comment du coup après, mais on commence par le pourquoi.
Mais je pense que la nouvelle génération, tu sais, en ayant un fils de 24 ans et moi je fais partie de la génération, il fallait avoir je force le trait, il fallait avoir une grosse bagnole, une maison, et puis montrer que tu avais pas trop mal réussi, tu vois. Et je pense que la génération qui vient est plus liée à, le plus important, c'est d'avoir du temps pour nous, et de quitte à travailler qu'à 80%. Et ça, je trouve intéressant. Ça, je trouve intéressant. Et je pense que, une fois de plus, être comme dans l'alimentation, comme dans le travail, être qualitatif, hein, parce que, alors, on parle de l'absentéisme, mais alors qu'est-ce qu'il y a de peu du présentéisme? C'est aussi. clair, c'est clair. Et on est les champions en France en plus. Bah, ouais, puis, mais dans le sport, c'est la même chose. Hein, tu passes 6 heures sur un terrain que tu vas être bon. Hein, tu peux peut-être passer 1 heure et demie puis être meilleur. Et là, je pense que il y a aussi des choses à comprendre par rapport à ça. Et c'est toujours cet effet finalement de surcompensation. J'ai un très bon livre, je ne sais pas si je l'ai sous les yeux là. Tac, je te montrerai après. Yes, avec plaisir. Qui et on mettra dans les notes du podcast. C'est sur les nootropiques. Et en fait, c'est comment tu peux faire pour être plus performant toute ta vie au niveau de tes fonctions cérébrales. Excellent. Alors, en effet, je veux bien le nom du livre parce que c'est des choses qui sont passionnantes et on mettra tout ça dans les notes du podcast, bien évidemment. C'est quoi ta journée type du lever au coucher, Olivier? Alors, ce que j'aime, c'est qu'elle change aussi parce que maintenant, j'ai fait un autre mode parce que les gens me manquaient. Parce que moi j'aimais donner des conférences, j'aimais voir les gens, donc je les voyais plus qu'en consultation, mais plus en conférence ou en formation. Donc là je me déplace, c'est-à-dire que je prends mes machines et puis s'il y a 3 personnes, je me déplace dans la Suisse romande et puis je vais chez les gens, ce qui est aussi assez sympa. Ah ouais, excellent. Et je vois leur frigo. Ah, et ça c'est pas mal aussi. Ouais, ça c'est dis-moi pas mal aussi. Dis-moi ce que tu as dans ton frigo et je dirai qui tu es. Ah, clairement. J'ai un projet, je devrais peut-être pas le dire, qui s'appelle Cauchemar dans le placard. Ok. C'est un livre? Non, ce serait plutôt un projet filmé. C'est-à-dire que tu débarques chez les gens et puis tu fais un peu la Etchebest, mais plus sympa. Okay. Enfin, plus sympa dans le sens, pas parce que moi j'aime bien Etchebest, mais j'entends plus sympa dans le sens où tu leur gueules pas dessus. Tu leur gueules pas dessus. Et puis tu regardes ce que tu peux faire pour eux, quoi. Ça c'est voilà. Mais sinon, moi au départ, je vais promener ma chienne. J'ai une chienne boxer. Je la promène 30 à 45 minutes le matin. Ça me fait beaucoup de bien. C'est presque toujours là en marchant que je prends des notes. Puis j'écris pas mal parce qu'après je déroule finalement beaucoup plus vite ce que j'ai à écrire. Après je vais consulter soit une consultation, 2 consultations, ou alors l'après-midi aussi c'est 1 à 3 consultations, mais pas plus que 4 par jour. Okay. Et puis après il y a tout le développement de la marque avec mon associé, avec ma collaboratrice. Puis après il y a la mise en place de formations, de conférences, et puis le développement de produits, et puis l'écriture que j'aime toujours bien faire parce que je suis plutôt un créatif à la base. Et ouais, parce que tu as écrit quelques bouquins, en effet. Alors moi j'ai lu que La performance sur mesure, mais il y en a quelques autres qui celui-là il a été best-seller en 6 semaines. Manger bien associé. Voilà, ouais. Okay. Puis le tout dernier qui est Unique Together, c'est 260 pages qui parle d'épigénétique, philosophie, alimentation, superfood, fausses croyances, organes internes, cœur, intestin, cerveau, sommeil, sexualité, sport et activité physique. Enfin, voilà, avec beaucoup d'humour. Et puis toujours, j'ai une collection d'à peu près 200 t-shirts. Donc les t-shirts qui sont toujours le fil rouge finalement de ce livre. Ouais, d'ailleurs, si vous avez la chance d'avoir Instagram, allez-y sur Instagram de BN Nutrition ou Olivier Bourquin, je me souviens plus, c'est BN Nutrition. Ouais, c'est BN Nutrition, il y a les deux maintenant. Et en effet, on voit Olivier avec des t-shirts vraiment sympas en fonction de la thématique et du post. Donc allez-y voir, c'est vraiment sympa. De toute façon, tous les livres en fait qui correspondent, on mettra ça dans les notes du podcast. Sur le site, ouais. Et on mettra dans les notes du podcast les liens qui iront sur le site. Dans ces cas-là. Et juste une chose, j'ai oublié, tous les jours 1 heure de sport. Hein. Je fais quand même tous les jours 1 heure de sport en tout cas. Ok. Donc 1 heure de sport, ça peut être du fond, ça peut être... Ouais, c'est selon ma forme. Je regarde toujours comment je me sens. Moi, j'adore le VTT, donc je fais. J'ai une machine elliptique là dans le bureau. Je fais des circuits de training, gainage. C'est vraiment selon la forme.
Okay. Mais ça veut dire que quand même, bon, maintenant c'est aussi plus facile parce que j'ai mon fils, il est adulte, mais j'ai quand même 2 heures finalement entre la promenade de la chienne plus l'activité physique. J'ai quand même bien 2 heures d'activité physique par jour. Ouais, ok. Mais ça fait du bien. Et avant de te coucher, tu disais que tu as beaucoup progressé sur le sommeil. Alors j'écoute des sons binauraux, des ondes de type delta. Okay. Et ça me règle finalement les 2 hémisphères, droite et gauche. J'ai travaillé avec des Russes sur mon cerveau qui m'avaient dit que j'avais un cervelet incroyable, donc j'étais très fier. Mais par contre, que quand on montait d'un étage, c'était un peu la cata, que je fonctionnais que sur un hémisphère et que, en fait, mon cerveau était toujours allumé et que je tirais jamais la prise et que si on tire pas la prise, à un moment donné, bah, c'est comme une ampoule, elle pète. Et j'ai cherché quoi faire, c'est pas toujours évident, et c'est les sons binauraux, en mettant des hertz différentes, l'oreille droite et l'oreille gauche, à travers certaines musiques, ça te règle les 2 hémisphères qui font tout le temps gauche-droite. Et ça m'a énormément aidé. Ok, donc juste avant de te coucher, je fais 20 minutes, une demi-heure, et je lis, et puis je laisse tourner ces sons binauraux, et c'est le subconscient qui rééquilibre le système électrique du cerveau entre les 2 hémisphères. Ok. Nice. C'est vrai que ça vient, je pense qu'au moins pendant 3 épisodes, on en a parlé des sons binauraux. Et c'est vrai que c'est assez fantastique. On en entend de plus en plus parler, d'ailleurs. Bah, toi, les ondes delta, on est sur du, finalement, dans les neurotransmetteurs, on est sur le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, ce sera le sommeil profond. Et donc, les ondes alpha, on est sur la sérénité, la sérotonine. Exactement. Et bon, ça marche. En tout cas, on voit ta journée assez sportive et healthy, mais dans le bon healthy. Absolument, absolument. As-tu une croyance ou un gris-gris, quelque chose que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, t'anime profondément et qui te fait avancer tous les jours vers ta quête, vers ce que tu es en train de développer? Je ne sais pas si j'ai un gris-gris. Je pense que je suis assez idéaliste, justement, et puis que je pense que on est là aussi pour faire des choses pour les personnes. On n'est pas que là pour prendre. Hein. C'est ce que je veux dire. C'est que moi, mon moteur, c'est pas l'argent. C'est que si je travaille bien, l'argent va venir. Mais ma motivation profonde, c'est pas de faire du fric. C'est plutôt ma plus grande récompense, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont mieux. Ça, c'est la plus belle des récompenses. Après, on veut tous gagner de l'argent, on veut tous avoir une vie plutôt confortable. Mais c'est pas ça qui me fait avancer. Ce qui me fait avancer, c'est justement c'est de sentir qu'on est utile finalement aux gens et puis à notre communauté, quoi. Pas être juste de nouveau un consommateur, pas être un profiteur, entre guillemets. Yes. Je comprends complètement. Comment on peut te joindre, Olivier? Ou comment on peut vous joindre ta marque? C'est à travers le site. Toujours à travers le site bourquin-nutrition.ch. D'accord, donc on mettra là aussi le lien dans les notes du podcast. Avec grand plaisir. Ok, on peut te joindre aussi sur LinkedIn peut-être ou je suis aussi sur LinkedIn. Je trouve que LinkedIn, on devrait peut-être pas le dire là, mais je trouve qu'il devrait se renouveler un petit peu puis devenir un peu plus moderne. Ok. Bon, sinon, il y a aussi tous les réseaux, effectivement. Facebook, sociaux, Instagram aussi, de belles photos avec des super t-shirts. Exactement. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs, Olivier? Moi, je pense qu'on est dans une période qui est compliquée et que c'est jamais le bon. On aurait tout intérêt à vraiment compter sur nous-mêmes, se prendre mieux en charge au niveau de notre santé. Et puis que finalement, tout ce qui se passe, ça se passe sûrement pas pour rien, mais que je pense qu'on doit mieux apprendre à se connaître. Et puis si on doit se faire aider par des spécialistes, il faut le faire. Moi, je suis nul en administration, donc j'ai des gens qui s'occupent de ça pour moi. Et en fait, on peut, comme je l'ai dit par rapport à l'épigénétique, on peut influencer énormément toute notre façon d'être, de faire, de penser, et que c'est jamais terminé, quoi. Faut croire en soi, faut plus croire en soi. Je pense qu'il y a une perte de confiance chez les gens qui est énorme, si on l'entend d'une manière générale, et c'est de se dire que non, on a des cartes en main, on a un outil qui est extraordinaire, c'est notre corps, et puis qu'il faut mieux le connaître, et puis qu'on peut le développer d'une façon dont on peut même pas s'imaginer, je pense.
Ouais. En tout cas, il faut croire en soi et jamais lâcher, être toujours dans l'action, tester, expérimenter. On retient ça aussi de notre épisode et puis faire attention à soi, à sa santé et puis à celle des autres parce que potentiellement avec l'épigénétique, il peut y avoir des impacts collatéraux. Exactement. Merci infiniment Olivier. À très Avec vite. grand plaisir. Merci. Ciao, ciao. C'est un plaisir. Bye bye. Merci. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com, Canopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.